Pour ce deuxième numéro des Entretiens des éveilleurs, nous avons le grand plaisir de recevoir, après Eugénie Bastier, un autre journaliste de renom et observateur avisé de l'actualité et de la vie politique française depuis de nombreuses années. Cher Guillaume Tabar, bonjour. Votre plume est bien connue des lecteurs du Figaro, puisqu'ils ont le plaisir de retrouver votre contrepoint chaque jour dans les colonnes du journal. Et par ailleurs, votre voix aussi est bien connue des Français, puisqu'ils ont le plaisir d'être réveillés par vous tous les matins sur les ondes de Radio Classique dans l'émission de Guillaume Durand. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous aider à décrypter la riche actualité de ces derniers jours. Je voudrais donc d'abord que nous revenions sur la crise des Gilets jaunes et les violences commises il y a quelques jours à Paris. Beaucoup ont dit qu'elles portaient la signature des Black Blocs et donc des groupuscules d'extrême gauche. Pourtant, on voit bien que les Français, qui ne sont pas tous d'extrême gauche, continuent à soutenir largement le mouvement, même s'ils condamnent par ailleurs les violences. Alors est-ce que ces violences n'ont pas signé l'échec du grand débat proposé par Emmanuel Macron? Est-ce que ce grand débat, ça n'est pas une réponse mécanicienne à une angoisse beaucoup plus profonde des Français? Je crois qu'il y a beaucoup de réactions qui sont mêlées dans tout ce mouvement qui est maintenant continue en France depuis à peu près 3 mois. Cette journée des Champs-Élysées samedi dernier, d'une certaine manière, fait écho à celle du 1er décembre. On avait assisté aux dégradations à l'Arc de Triomphe et il y avait eu le même sentiment de colère et de révolte de l'opinion face à ces accès de violence. Pour autant, je pense que l'opinion distingue et continue de distinguer la violence, et dont on voit clairement quel est le fait de groupes de l'ultra-gauche qui ne sont pas tous liés aux Gilets jaunes, même qui en sont souvent extérieurs, et puis les manifestants eux-mêmes, qui sont un peu le fruit du mouvement des ronds-points initial. Et beaucoup de personnes ont parlé d'une sorte de radicalisation du mouvement au fil des semaines. Je crois en fait que depuis le début, ce mouvement est composite. Depuis le début, il y a à la fois l'expression d'une colère qui est partie de questions de pouvoir d'achat, le débat sur la taxe carbone, le débat sur les fins de mois difficiles, et simultanément, et ça dès le début aussi, une forme de radicalité instrumentalisée par des groupes extrémistes. Au départ, les gens ont voulu voir des extrêmes des deux côtés. Plus on a avancé, plus on a vu en fait que cette violence, elle était l'apanage de groupes de l'ultra-gauche, que ce soit les Black Blocs, les Antifa ou toutes sortes de groupuscules de cet acabit. Alors on voit bien que dans le discours politique, il y a une volonté parfois d'amalgamer les deux. Le gouvernement, pour essayer justement de mettre l'opinion de son côté, aujourd'hui durcit le ton et se pose d'une certaine manière en partie de l'ordre face à ces violences. Et sur ce point précis, l'opinion lui donne plutôt raison, c'est-à-dire que l'opinion veut de la sévérité à l'égard de ces violences, mais en même temps, elle continue à sentir la colère diffuse qui s'exprimait à travers tout le mouvement des Gilets jaunes. Alors, vous allez me dire qu'il y a eu toute cette grande consultation, ces 2 mois de grand débat national qui auraient dû changer ce regard. Là encore, je crois que ce n'est pas ou l'un ou l'autre. Il n'y a pas eu d'abord la phase de manifestation, puis la phase de débat. Il y a eu une colère, une manifestation, et un grand débat où les gens se sont exprimés. Il faut le dire, ce débat a plutôt bien marché, les gens ont joué le jeu. Il semblerait, c'est vrai, que la sociologie des participants à ces réunions publiques organisées dans les mairies ou ailleurs soit assez différente de la sociologie des Gilets jaunes et a fortiori de la sociologie des manifestants. Ce n'est pas toujours ceux qui manifestaient qui sont venus discuter. Voilà, mais comme l'opinion, au début, on peut dire qu'elle a manifesté par procuration. C'est-à-dire qu'en termes d'effectifs, les manifestations liées au samedi des Gilets jaunes restaient numériquement assez faibles comparé à d'autres grands rassemblements auxquels on a pu assister ces dernières années. Mais l'opinion, sans se déplacer forcément, elle soutenait cela. Cette opinion aussi qui a participé, ou en tout cas qui a accompagné ce mouvement du grand débat. Alors est-ce que c'est un échec? On verra ce qui va en sortir. Et il faut toujours être très prudent parce qu'aujourd'hui, quand on fait le tour des propositions, on voit mal, que ce soit en termes de pouvoir d'achat, de fiscalité, de vie démocratique, quelle solution pourrait vraiment être à la hauteur des attentes de l'opinion. Mais en tout cas, il y a ces questions-là, et je pense qu'elles n'épuisent pas l'expression de la colère un peu existentielle qui s'exprime à travers les Gilets jaunes. D'accord, oui. Et puis alors,
c'est vrai qu'on assiste à un autre paradoxe, c'est vrai qu'après plus de 3 mois de mobilisation, il y a eu beaucoup de dégradations et puis l'activité économique, et notamment en région parisienne, est au ralenti. Et ce sont paradoxalement des petits commerçants, des artisans, des TPE et des PME qui souffrent le plus de cette situation. Et d'ailleurs, ce matin même, un chauffeur de taxi m'a dit que son chiffre d'affaires avait divisé par 2 depuis 2 mois et que beaucoup de ses collègues avaient mis la clé sous la porte. Et pourtant, enfin, on sait bien que ce ne sont pas les chauffeurs de taxi qui sont les alliés du grand capital. Et on a quand même l'impression d'assister un peu à un suicide collectif, quoi. Est-ce que vous voyez une sortie de crise possible? Et en fait, comment? C'est vrai que par rapport à la violence, il y a eu au départ une forme d'illusion de dire que la violence, elle pouvait être uniquement retournée contre des symboles du pouvoir. On se souvient de cette porte du ministère de Benjamin Griveaux enfoncée. Bon, c'était un acte idiot et même en soi condamnable, mais qui visait un symbole de l'autorité de l'État. Ce qu'on a vite compris, ou en tout cas ce que l'opinion a fini par comprendre, c'est que toute forme de violence, elle n'est pas symbolique, elle est concrète. Et quand des transports sont bloqués, c'est l'activité qui est bloquée. Lorsque les gens ne peuvent pas aller travailler, c'est l'activité aussi qui est bloquée. Lorsqu'un kiosque est incendié, c'est un petit commerce qui est atteint. Lorsque des commerçants doivent baisser leurs rideaux dans les villes, c'est l'activité économique en moins. Et donc pour eux, ça veut dire parfois des risques de faillite et donc de chômage supplémentaire. Et comme souvent dans ces cas-là, ce sont les plus vulnérables qui sont le plus touchés par ces violences. Cette partie-là des Gilets jaunes, en fait, de s'attaquer à l'État, elle s'est d'abord attaquée à ceux qu'elle pensait ou qu'elle disait défendre. On est là à peu près à 2 mois des européennes, donc on se demande si ce mouvement va profiter à l'un des partis traditionnels dans l'échiquier politique, extrême droite ou extrême gauche comprise d'ailleurs. Parce qu'en fait, on se demande si finalement tous ces Gilets jaunes, là, ces Français qui sont un peu oubliés de la mondialisation heureuse, on va dire, ne sont pas finalement aussi les victimes de ce désenchantement démocratique auquel on assiste depuis plus de 20 ans et qui ont déserté les urnes en fait depuis 40 ans. Est-ce que aujourd'hui les presque 50% de Français qui soutiennent les Gilets jaunes encore aujourd'hui, est-ce que ce ne sont pas les 50% de Français qui ne vont plus voter depuis 20 ans? Oui, en tout cas, vous avez raison de faire le parallèle, parce que c'est vrai qu'au fil des ans, le taux d'abstention n'a cessé de progresser. Il faut quand même se rappeler qu'aux dernières élections législatives, celles qui ont été organisées dans la foulée de l'élection d'Emmanuel Macron, le taux d'abstention était supérieur, même fortement supérieur à 50%. Bon, pour des élections nationales qui sont censées désigner la majorité qui va gouverner. Et même les élections dites de proximité, je pense aux municipales, on se rend compte que sur le long terme, le taux d'abstention ne cesse d'augmenter. Même au municipal, on est aujourd'hui de l'ordre de à peu près un tiers d'abstention, ce qui est élevé, ce qui montre bien qu'il y a une défiance structurelle des citoyens à l'égard de toutes les formes de la vie publique. Et donc ça vaut donc pour les institutions, ça vaut pour les partis et les personnalités politiques. Je prendrai un seul petit baromètre. Vous savez, donc chaque mois, le Figaro publie le baromètre des popularités établi par la Sofres, Kantar maintenant. Quand on voit sur le long terme, parce que ce baromètre existe depuis maintenant plus de 40 ans, eh bien la moyenne d'adhésion à l'ensemble des politiques ne cesse de s'éroder. Aujourd'hui, les taux de confiance, les taux de bonnes opinions sont très très bas à l'égard de toutes les personnalités, quel que soit le bord politique auquel elles appartiennent. L'ensemble des partis est discrédité. Et c'est pour ça que on a beaucoup dit au début de cette crise que la crise des Gilets jaunes allait profiter aux partis les plus contestataires, la France Insoumise d'un côté, le Rassemblement National de l'autre. C'est même pas sûr. Mais quand on regarde, et quand on regarde pour l'instant les sondages, ça ne sont que des sondages, mais on verra, d'intention de vote, bien, on voit par exemple, prenons le Rassemblement National, il est à un niveau élevé, mais en gros, il est au niveau où était Marine Le Pen à la présidentielle. Il n'est pas plus bas, mais il n'est pas non plus plus haut. Et quant à la France Insoumise, elle semble même s'effondrer par rapport au score de Jean-Luc Mélenchon. Ce qui fait qu'aucun parti ne peut bénéficier de cela, dans la mesure même où tous les partis, quels qu'ils soient, même les partis contestataires, sont assimilés au système. Mais simultanément, on se rend compte aussi qu'une offre politique qui découlerait directement des Gilets jaunes ne rencontre pas plus de succès. Au tout début, lorsque l'idée d'une liste Gilets jaunes a été agitée,
elle était créditée de 13-14%. Aujourd'hui, dans le sondage, elle est plutôt autour de 4%. Ce qui montre bien que les gens peuvent soutenir un mouvement social, un mouvement sociétal, sans obligatoirement vouloir une traduction politique de ce mouvement. Et puis ce mouvement en plus est très disparate et même entre eux, ils ne sont pas d'accord sur leur propre leader. Oui, dans la mesure où ils sont dans la contestation de toute figure, de toute autorité. Dès qu'il y a une figure qui apparaît, elle devient à son tour contestée. Donc on voit bien qu'il y a un système de défiance généralisé à l'égard effectivement des partis traditionnels. Alors les européennes vont opposer schématiquement les européistes aux eurosceptiques. Et aujourd'hui, il y a une troisième voie qui semble se dessiner et qui est proposée par un jeune candidat qui dirige aujourd'hui la liste des Républicains, François-Xavier Bellamy. La question, c'est de savoir si cette troisième voie, en gros, aujourd'hui, qui est peut-être plus dans la nuance et dans la complexité, cette troisième voie est-elle crédible? Et est-ce qu'on peut ressusciter le rêve européen dans le cœur des peuples qui, finalement, ont le sentiment d'avoir été totalement déclassés et dépossédés par l'Europe ou par l'Europe mondialisée? Mais ce qui se passe autour de la candidature de François-Xavier Bellamy est intéressant à deux points de vue. La première, c'est que depuis le début de la campagne, on a voulu nous vendre un match à deux, un match entre, alors selon le camp on appartient, on va dire, entre les Européens et les nationalistes, ou on va dire entre les eurosceptiques et les enthousiastes, entre les patriotes et les mondialistes. Voilà, en tout cas, il y a une alternative entre deux visions différentes que veulent incarner Emmanuel Macron d'un côté et Marine Le Pen de l'autre, en résumant le débat à ce choc entre deux visions qui sont diamétralement opposées, un peu comme un remake de ce qu'ils ont voulu installer à la présidentielle. Bon. Cette opposition, elle est séduisante sur le papier. On se rend compte quand même que malgré tout, cette offre, pour l'instant, là encore dans les sondages, elle ne recueille que à elle deux autour de 40-45%. C'est-à-dire qu'une majorité de Français ne se reconnaissent pas dans ce match à deux qu'on veut imposer, ce qui laisse la place à une autre offre. Et on voit qu'au fil de la campagne est en train d'émerger la possibilité, en tout cas la possibilité de prononcer un discours qui soit autre que ce discours binaire, on est pour l'Europe ou on est contre. C'est ce que porte François-Xavier Bellamy. Il apporte aussi une autre réalité, c'est cette image de renouvellement qu'il apporte, cette image aussi de personnalité qui n'est pas issue du sérail politique traditionnel, avec sans doute d'abord le phénomène nouveauté, la fraîcheur dans l'expression et aussi la sincérité dans les convictions. Or, on sait bien que la sincérité dans la conviction est le grand reproche, ou plutôt l'absence de sincérité, est le grand reproche qui est fait aux politiques en général et qui, à tort ou à raison, est fait également à l'égard de Laurent Wauquiez, aujourd'hui à la tête des Républicains. Donc François-Xavier Bellamy, en dépit des polémiques qui ont accueilli sa nomination, peut-être grâce à ces polémiques, où il est attaqué sur ses convictions personnelles, parce qu'il les a assumées avec une sorte d'évidence, de naturel, sans en faire non plus l'objet d'un combat, eh bien, a pu faire apparaître une forme de sincérité, d'authenticité qui est, je pense, recherchée par l'opinion. Alors voilà, vous dites qu'il n'est pas issu du sérail politique, mais Emmanuel Macron ne l'était pas non plus. Alors aujourd'hui, Libération parle de François-Xavier Bellamy comme peut-être le nouveau Macron de la droite, mais finalement, est-ce que c'est un compliment ou en tout cas, ou pas, parce que Libération perçoive en François-Xavier Bellamy une offre originale et porteur de ce qu'avait pu faire également le succès d'Emmanuel Macron, c'est effectivement intéressant et positif pour lui. Après, on ne refait jamais deux fois la même histoire. L'histoire d'Emmanuel Macron, elle est spécifique. C'est à la fois l'émergence de quelqu'un de nouveau, en tout cas qui était inconnu du grand public 2 ans avant d'être élu président, mais qui en même temps appartenait dans le sérail, par ses études et aussi par son expérience de l'État à l'Élysée puis comme ministre des Finances, avait déjà ce crédit qui lui était fait de savoir diriger un pays. François-Xavier Bellamy, c'est différent, mais voilà, dans les deux cas, il y a cette volonté de sortir d'une offre imposée. Alors vous disiez qu'il avait été effectivement attaqué en raison de ses convictions personnelles, notamment sur l'avortement ou sur d'autres sujets comme le mariage homosexuel. Est-ce que vous avez été choqué par les attaques François-Xavier Bellamy a subies pendant plusieurs semaines? Choqué, elles ne m'ont pas surprise, mais j'allais dire que leur caractère outré a eu un effet contre-productif. Lorsque Agnès Buzyn, par exemple,
estime que parce que François-Xavier Bellamy n'était pas favorable à l'avortement, ça veut dire que les Républicains sortaient du champ républicain. Voilà, enfin, je veux dire que pour être républicain, faut-il à tout prix signer le programme de l'actuel gouvernement, ou faut-il répéter ce que même une majorité aujourd'hui de dirigeants disent? C'est une vraie question. En fait, on a le sentiment aujourd'hui que les hommes politiques sont terrorisés finalement par l'opinion médiatique, alors qu'en réalité, l'opinion publique est prête à entendre des idées qu'elle n'avait pas l'habitude d'entendre depuis longtemps, et notamment sur des sujets de société. Alors, je vais là sur le sujet de l'extension de la PMA, puisque c'est un sujet qui nous intéresse, nous particulièrement les éveilleurs, puisque nous sommes nés, on va dire, sur les décombres de la loi sur le mariage pour tous, et nous sommes évidemment opposés à toutes les dérives sociétales qui portent atteinte aujourd'hui et demain et à la dignité et à l'intérêt de tout être humain. Alors ça fait des mois qu'on nous parle de la proposition de loi ou du projet de loi plutôt sur la révision de la loi de bioéthique qui devrait étendre la PMA aux femmes seules et aux femmes homosexuelles. Alors est-ce que vous avez des informations sur ce sujet? Est-ce que ce projet de loi va voir le jour avant l'été? Et est-ce que Emmanuel Macron aujourd'hui peut prendre le risque, alors qu'il fait face à une crise sociale de très grande ampleur et sans précédent, d'ouvrir un front sociétal sur ce sujet? Il y a deux logiques différentes. L'une qui pourrait conduire Emmanuel Macron à accélérer son calendrier, l'autre qui au contraire pourrait l'inviter à la prudence. D'abord, par rapport au calendrier initialement envisagé, ce texte est quand même reporté, puisqu'il aurait déjà dû être présenté, voire être voté, et que d'abord, pour des raisons de prudence initiale, puis ensuite de crise de gilets jaunes, il a été amené à être décalé. Et précisément en raison de ce décalage, eh bien, il y a eu une pression interne à la majorité pour demander au gouvernement de l'inscrire au plus vite, et ce qui a conduit plusieurs ministres, la ministre de la Santé Agnès Buzyn, la ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa aussi, à redire que ce texte serait bien à tout le moins présenté en Conseil des ministres avant l'été, sans doute au mois de juin. De réalité contradictoire, parce que dans un sens, on peut dire qu'Emmanuel Macron peut être échaudé par toute réaction de l'opinion, avec bien sûr la crise des Gilets jaunes. Et c'est vrai que sur la PMA, il y a la possibilité que les opposants choisissent à nouveau de manifester, de mobiliser l'opinion, de descendre dans la rue. Et sur un corps social qui est déjà à vif, il n'est pas sûr que le gouvernement ait besoin de redéclencher une nouvelle colère. En même temps, il faut être conscient que cette colère sociétale, cette fois-ci, ne serait sans doute pas accompagnée par une opposition politique. La droite avait accompagné la contestation de la loi Taubira tout le temps où elle pensait que son électorat était majoritairement opposé, mais du jour où la loi a été votée et du jour où l'opinion a majoritairement basculé, la quasi-totalité des dirigeants de droite se sont empressés, au mieux de se taire sur le sujet, au pire de faire repentance et de dire que bien sûr il n'aurait jamais dû s'opposer à ce texte et que bien sûr il faut aujourd'hui le défendre et sans doute le prolonger. Et aujourd'hui, même sur la question de la PMA, il y a aujourd'hui plus de dirigeants de droite qui sont favorables à son extension qu'il n'y en avait sur le mariage à l'époque. Donc il y a eu une évolution au sein du personnel politique. Il faut être conscient, savoir qu'il n'y aura cette fois-ci sans doute pas le relais politique pour accompagner une opposition à ce texte. En tout cas, Est-ce que le leadership de François-Xavier Bellamy peut faire évoluer l'opinion de la droite sur ce sujet aujourd'hui? C'est une question. On parlait tout à l'heure des attaques dont il a fait l'objet. On constate que François-Xavier Bellamy à la fois a assumé ses convictions, en même temps il a précisé qu'il n'en faisait pas un objet de la campagne, en disant que le sujet de l'avortement ne serait pas au cœur de la campagne européenne. Si le sujet de la PMA arrive dans le débat, et notamment pendant la campagne européenne, alors il a exprimé son opposition, il l'a renouvelé, mais je ne suis pas certain, même pour être franc, je doute que la droite veuille en faire un étendard pour se battre contre le gouvernement. Comme il a dit qu'il ne reniait rien de ce qu'il avait dit dans le passé, c'est vrai que, assumant ses convictions sur ce sujet-là, il a quand même aussi constaté qu'il était passé de 10 à 15% dans les sondages ces dernières semaines. Peut-être que finalement, être aussi courageux sur les sujets de société peut aider la droite aujourd'hui à gagner des points dans le corps électoral. Oui, je crois qu'il faut rester réaliste et savoir que sans doute que le crédit de la sincérité
est important. Je ne suis pas sûr que sur le fond des positions, en clair, sur l'avortement, on lui est peut-être reconnaissant d'avoir assumé une position. Mais par exemple, sur ce sujet précis de l'ouverture de la PMA, peut-être que les électeurs de droite attendent une prise de position courageuse sur ce sujet. Une partie des électeurs de droite. Et je pense que la raison d'être d'une opposition sociétale, c'est de s'appuyer sur cette frange non négligeable de l'électorat de droite qui ne veut pas de la PMA, et donc organiser la mobilisation autour de ça. Donc il ne s'agit pas d'y renoncer par principe, mais en étant lucide sur, je pense, le caractère minoritaire sur le plan politique de ce combat. Sinon, il y aura un risque de désillusion à l'arrivée. Et la raison qui fait que malgré tout, je pense que Macron peut tenter d'accélérer, c'est que précisément dans la mesure où la crise sociale l'empêche d'aller très loin sur le terrain des réformes structurelles, sur le plan économique et social, il peut avoir la tentation de compenser par ce que sa majorité appellera des avancées sur le terrain sociétal. Donc je crois qu'il faut être conscient, et c'est pour ça que pour éviter une accélération du calendrier, la question du rapport de force est décisive, et qu'en amont, je pense que tous les opposants doivent mettre en avant cette possibilité de descendre dans la rue et d'organiser à nouveau une action militante. Bien, enfin qu'on se le dise, les éveilleurs seront mobilisés en tout cas contre ce projet de loi. J'ai une dernière question, cher Guillaume, puisque nous arrivons à la fin de notre entretien. Je souhaite juste aborder un sujet douloureux là, qui est rapidement celui de l'Église, puisque nous ne cachons pas notre désarroi aujourd'hui devant les insupportables révélations qui accablent un certain nombre de prêtres et de religieux qui ont abîmé des vies humaines, et nous inclinons bien sûr devant la douleur de toutes ces victimes. C'est vrai que d'abord, néanmoins, n'oublions pas l'immense fécondité et mérite de centaines de milliers d'autres prêtres et religieux qui sont restés fidèles à leur sacerdoce et qui œuvrent souvent dans le silence au service souvent des personnes les plus vulnérables d'ailleurs. Et nous regrettons dans ce contexte ce climat de haine et de violence qui s'abat contre l'Église, et en particulier les incendies criminels qui ont visé différentes églises ces derniers jours. Je pense par exemple à Saint-Sulpice le week-end dernier. Alors croyez-vous, cher Guillaume, que ces incendies pourraient viser à punir en quelque sorte l'Église pour les crimes de certains de ses membres? Est-ce qu'il pourrait y avoir un lien? Non, je ne crois pas qu'il y ait de lien entre les deux. Il y a une intolérance et une violence forte et croissante à l'égard du christianisme et à l'égard de l'Église depuis plusieurs années, qui se traduit par ces actes de vandalisme, de profanation, de destruction, et qui malheureusement restent en grande partie oubliés sur le plan médiatique et politique, et en tout cas font moins de bruit que d'autres formes de manifestations anti-religieuses. Bon. Et là, je pense qu'il y a... je pense que la blessure des chrétiens doit être davantage exprimée et entendue, parce que voilà, ce qui se passe est grave, parce que c'est la question même de la liberté de conscience et la liberté de croire qui est posée à travers ça, et puis même du fanatisme qui refuse l'expression d'une foi. Malheureusement, je pense que ce n'est pas lié au problème de pédophilie, de pédocriminalité dans l'Église. Ça, je dirais, ça accroît à la croix, ça ajoute à la croix que doivent porter les chrétiens, croix d'autant plus lourde que ce sont des crimes commis par certains des leurs, prêtres ou d'ailleurs pas prêtres. Bon. Je crois que face à ça, vous l'avez dit, il y a bien sûr la question de l'accompagnement des victimes, leur capacité à obtenir justice contre chaque fois elles ont subi. De la part des chrétiens, d'abord, je pense qu'il faut aussi refuser l'amalgame que l'on refuse dans d'autres cas. Bon, les violences sexuelles commises par des prêtres, c'est pas un problème de système, c'est un problème de crimes commis par des personnes, et ce sont des personnes qui sont responsables de crimes et qui doivent être jugées pour cela. C'est pas le sacerdoce en tant que tel qui est criminel, c'est précisément le manquement au sacerdoce qui l'est. C'est pas le sacerdoce et le célibat qui sont source de névrose, c'est au contraire l'absence de fidélité à des vœux prononcés qui conduisent à des crimes. Et je crois que le sursaut nécessaire face à ça, c'est pas au contraire de changer la discipline, voire la théologie du sacerdoce, mais au contraire
d'appeler un surcroît de fidélité et donc de sainteté de la part du clergé, mais aussi de la part des fidèles, parce que je pense que le rôle des fidèles, c'est pas de dénoncer un supposé cléricalisme, donc un excès de pouvoir des prêtres, c'est au contraire de montrer beaucoup plus de soutien, d'empathie, de prière à l'égard des prêtres, parce que si malheureusement un certain nombre de prêtres aussi sont infidèles à leurs vœux, c'est aussi peut-être parce qu'ils n'ont pas autour d'eux l'accompagnement et le soutien spirituel et affectif qu'ils sont en droit, et même en droit d'attendre, et que nous avons le devoir de donner à leur égard. Donc je pense que c'est plutôt par ce sursaut de sainteté de la part de tout le monde que l'on pourra répondre à cette crise qui est effectivement un scandale dans l'Église et un scandale pour le monde. Bien, merci cher Guillaume pour ces paroles bienveillantes. Merci pour cet échange instructif. Merci à vous. Passionnant. Et puis chers amis éveilleurs, nous nous retrouvons bientôt pour un nouvel entretien.